20h, c'est le grand journal du soir sur Europe 1 et on va en entendre parler, Wendy Bouchard. Dès demain, à Pau, Emmanuel Macron réunit les présidents de 5 pays du Sahel pour renforcer l'alliance anti-djihadiste dans la région. La réunion prend la forme d'un mini-sommet, un G5 Sahel qui regroupe les présidents du Tchad, du Niger, du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, en présence également du secrétaire général des Nations Unies et du président du Conseil européen. Bonsoir Gilles Kepel. Bonsoir. Vous êtes spécialiste du monde arabe, auteur de nombreux livres sur le terreau et l'expansion du djihad. On a beaucoup reparlé de la mission française dans la zone après la mort de 13 militaires français, c'était en novembre, dans un crash d'hélicoptère, de l'intérêt de la force Barkhane sur le terrain, plus que jamais nécessaire aujourd'hui pour vous dans la région. Elle est effectivement nécessaire pour endiguer une progression islamiste toujours possible. Le problème, c'est qu'une partie de l'opinion française s'en lasse et n'y croit plus. D'une certaine manière, c'est un phénomène qui ressemble un peu à celui de l'opinion américaine qui ne souhaite plus qu'il y ait des troupes des États-Unis en Irak ou avant en Afghanistan ou en Syrie. Et ça, c'est un phénomène global qu'il est difficile au président Macron de contrer, entre autres parce que dans certains pays, comme le Mali aujourd'hui, il y a même des manifestations anti-françaises qui recommencent. D'où la France à la manœuvre dès demain pour recadrer les choses, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron réclame quand même un appui clair aujourd'hui des pays du Sahel, Gilles Kepel. Oui, effectivement. Alors, ce sont des enjeux de politique intérieure sahélienne, ça a un coût également. Et puis, il faut bien se rappeler que le Sahel borde au sud un pays qui est aujourd'hui le cœur de toutes les tensions dans la région, qui est la Libye. La Libye, d'où était venue, il faut bien se rappeler, les mercenaires, après la chute de Kadhafi, qui avaient pillé les arsenaux et les mercenaires islamistes qui avaient envahi le Mali du Nord, ce qui avait obligé l'intervention de François Hollande à l'époque. Et on voit qu'aujourd'hui, la Libye est un peu le champ clos d'une sorte d'un condominium entre Russes d'un côté et Turcs de l'autre, qui exerce une sorte de contrôle dans cette Méditerranée centrale, juste au sud de l'Italie, alors que l'Union européenne, faute de s'unir, faute d'avoir une politique de défense commune, est en train d'en être réduite à voir passer les balles. Et ça, évidemment, ce sont des perspectives extrêmement dangereuses en termes sécuritaires, en termes d'immigration illégale, etc. Oui, cette désunion européenne qui est aussi d'ailleurs très, très claire dans l'investissement des troupes sur le terrain, j'entends, au cœur de cette force Barkhane et de cette alliance anti-djihadiste dans la région du Sahel. Donc la position française, Gilles Kepel, c'est on assume la présence militaire française, on combat un fléau qui autrement arrivera sur notre territoire, mais on a besoin d'une alliance claire et nette. Et là, le message, on a le sentiment, est quand même un peu plus destiné aux autorités du Burkina Faso, aux autorités du Mali en particulier. Oui, absolument. Ça, c'est le message en destination des pays du Sud. Et puis, il y a un message à destination des partenaires de l'Union européenne. Oui. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui nous concerne tous. L'Italie est touchée, bien sûr, par l'immigration illégale. L'Allemagne a vu l'extrême droite monter en flèche après l'arrivée de réfugiés très nombreux du Moyen-Orient, après le fameux Wirtschaftswunder de la chancelière. Et donc, tout ça, c'est un problème global, mais on a un peu l'impression qu'au fond, comme disait autrefois le général de Gaulle, chaque pays européen fait sa petite popote dans son coin en priant pour qu'il ne se passe rien, tandis que Donald Trump se retire, que le Brexit mène l'Angleterre dérivée et que la Chine fourbit ses armes. Donc c'est une situation qui est quand même assez complexe. Il y a un autre dossier important du moment sur lequel je voudrais qu'on vous entende, c'est la confrontation Iran-États-Unis. Le peuple iranien est en colère après ce drame qu'on a relayé, 176 passagers d'un Boeing détruit par erreur par l'armée, une honte pour un haut gradé du pays, honte partagée par le peuple et notamment par les étudiants qui manifestent depuis à Téhéran. Comment vous analysez la situation et le réveil finalement de la conscience ou de l'opinion publique en Iran? Alors, la situation est en fait très difficile pour les autorités iraniennes parce qu'elles se sont drapées dans une dignité offensée après que le président Trump a fait assassiner le général Soleimani, qui était le numéro 1 bis du régime. Et elle s'était donné la possibilité de répliquer, de faire trembler l'Amérique, éventuellement d'utiliser
ces supplétifs pour faire telle ou telle attaque, prise d'otage, etc., qui emmènerait Trump dans une espèce de surenchère militaire qui risquerait de faire dérailler sa réélection. Un peu comme les Iraniens avaient fait dérailler la réélection de Jimmy Carter en 1980, alors qu'il y avait la prise d'otage à l'ambassade américaine à Téhéran. Or là, l'erreur stratégique ou l'erreur tactique, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. En tout cas, le fait que les Iraniens aient abattu un avion de ligne dans lequel il y avait aussi beaucoup d'Iraniens, c'est des Canadiens, mais c'était également Iraniens, beaucoup de doubles nationaux, a suscité un doute terrible sur la capacité de l'Iran à mener véritablement une forme de réplique. Quand vous êtes contraint à vous excuser partout, à plaider l'erreur, etc., vous n'êtes pas en très bonne position pour donner des leçons à vos adversaires. Et il me semble que les manifestations aujourd'hui en Iran, même si elles ne sont pas massives, mais elles sont présentes dans un pays où comme la répression est très violente. Je vous rappelle que nous avons toujours 2 prisonniers, 2 universitaires français, 2 collègues qui sont retenus en Iran sans jugement. Tout cela montre que aujourd'hui le régime iranien est dans une position qui est beaucoup plus difficile qu'il ne le craignait. D'autant plus que le général Soleimani était un stratège. Le chef des milices chiites pro-iraniennes a battu avec lui Abu Mahdi al-Mohandis également. Leur remplacement ne va pas aller de soi. Et donc on peut s'attendre effectivement à des changements dans cette région qui seront certainement très importants pour le rééquilibrage des forces. Mais pour l'instant, il est trop tôt pour faire des pronostics. Il faut, je crois, observer à la fois ce qui se passe en Iran et ce qui se passe en Libye, qui n'est pas sans lien d'ailleurs avec beaucoup d'acuité. Et c'est pour cela que le fait que l'Europe ne se décide pas à avoir une politique de défense commune pour intervenir et se prémunir, en tout cas, contre des troubles qui sont exactement à sa porte, bien sûr, ça apparaît comme totalement suicidaire. Gilles Kepel, merci pour cet éclairage du soir au cœur de cette actualité. À la fois demain, le G5 Sahel et la situation sur le terrain iranien. Vous qui êtes politologue spécialiste du monde arabe, et je cite votre dernier ouvrage, Sortir du chaos, les crises en Méditerranée et au Moyen-Orient, publié chez Gallimard. Merci Gilles Kepel.